Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Show, l'émission dédiée à la santé mentale. Ici, on aime bien mettre en lumière films et documentaires qui mettent un coup de projecteur sur les souffrances psychiques. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Alcool, drogue, médicaments et rock'n'roll, un documentaire réalisé par Mathieu Simon, notre invité. Salut Mathieu. Salut. Merci d'être venu pour parler de ce documentaire et aussi un petit peu de toi dans cette émission Talk Show. Et puis aussi, on va parler avec nos chroniqueurs Annabelle et Stéphane qui vont nous accompagner durant toute cette émission. Annabelle nous présentera une BD qui parle de Johanna Balavoine. Balavoine, ça te dit quelque chose ? Oui, c'est un nom connu. Et elle va parler donc de cette BD qui parle des addictions. Et Stéphane est allé en Belgique pour découvrir le festival Psymage. Mais avant cela, comme je le disais, on va faire connaissance avec Mathieu. Au départ, tu voulais devenir comédien. Tu as même joué notamment dans Les Disparus de Saint-Gilles. Saint-Agile, dans la version de Jean-Louis Benoît, hein, c'est ça ? Aux côtés de très grands acteurs. Oui, surtout je reprenais le rôle qui initialement avait été joué par Mouloudji. Donc ça c'était encore quelque chose de plus remarquable. Et puis jusqu'à mes 20 ans à peu près, je voulais être comédien. Et puis à 20 ans, je suis remonté, je faisais aussi du théâtre, je faisais des téléfilms et du théâtre. Et puis à 20 ans, un jour, je suis remonté sur scène dans un théâtre pas si grand, le théâtre à l'Hôtel de Ville au Havre, mais qui quand même 600 personnes, on va dire. Et là, j'ai eu tellement le trac que je me suis dit qu'en fait, c'était plutôt de l'autre côté que j'avais envie de passer, soit faire de la mise en scène, soit devenir réalisateur, tout en continuant de faire des études. Parce que après passe ton bac d'abord que m'avaient dit mes parents, j'avais quand même continué et je faisais de l'histoire géo qui me passionnait aussi par ailleurs et qui me sert aujourd'hui encore dans mon métier actuel. Et comment est-ce que tu es arrivé à la réalisation de films documentaires ? Alors évidemment, au début, je rêvais plutôt de faire de la fiction. Quand on a 18, 20 ans, on veut faire de la fiction. Donc j'ai commencé à faire, j'ai fait des courts-métrages avec très peu de moyens, en général sans le CNC, avec des choses, on appelait ça défi jeunes. On trouvait un peu d'argent comme ça pour pouvoir tourner des films, quoi. Un peu des films de potes. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui m'ont engagé, notamment dans des quartiers en difficulté du Havre, par exemple, avant ça, mais par exemple à l'époque de l'ANRU, quand ils détruisaient des tours ou des choses comme ça, on a fait appel à moi pour recueillir la mémoire des habitants qui étaient déplacés. Et puis, petit à petit, j'y ai pris goût. En fait, et je me suis rendu compte à un moment donné qu'on pouvait aussi mettre de la mise en scène dans le documentaire, qu'on n'était pas dans le réel. Alors qu'au début, j'étais plutôt dans une optique où j'essayais de faire des films avec des gens qui collent à leurs personnages. Je me disais, si je fais un jour un long métrage, jamais je prendrai un acteur pour faire tel rôle, je prendrai un métallo pour faire un métallo, etc. Comme ça se fait, et comme ça se faisait, comme ça se fait toujours. Et puis, donc c'était faire venir un petit peu le réel dans la fiction. Et puis là, aujourd'hui, j'ai un petit peu inversé mon idée. J'aime beaucoup faire venir de la fiction dans le réel. Alors tu dis que l'importance dans un documentaire, c'est de ne pas s'ennuyer. Ça veut dire quoi ? Ça rejoint un peu ce que je dis, dans le sens où c'est vrai que dans un premier temps, pour moi, le documentaire, c'était quelque chose qui documente. Et il y avait un petit peu aussi cette frontière entre, j'aime bien parler de ça avec parfois des jeunes avec qui j'essaie de transmettre ma passion. Il y a souvent un amalgame entre le reportage, entre le documentaire, et puis après à la télévision sur les 52 minutes, parfois on appelle documentaire de création des choses qui ne sont pas des documentaires de création. Et c'est vrai que cet aspect-là, des fois, moi, me semble peut-être ça peut être un petit peu parfois ennuyeux, alors que moi, j'essaie d'impulser un peu de folie. Ce que je veux surtout, c'est même quand on parle de choses sérieuses, j'ai envie qu'à un moment donné, on puisse avoir de l'humour, que les spectateurs puissent rire. C'est ça qui me... Quand des spectateurs rient dans une salle, on sait qu'on a gagné, que le film fonctionne. Et ça, à part quand on est vraiment sur les sujets hyper dramatiques, en général, ça reste possible d'avoir de l'humour, de ne pas être trop long, de pas être... Puis il y avait aussi le fait que moi, mon père vient du théâtre. Et je me suis rendu compte à une époque qu'il y avait aussi un certain snobisme chez les spectateurs et qu'il fallait nécessairement s'ennuyer.
Et ça, je le remarque aussi quand même dans certains milieux du documentaire de création. Il faut forcément que ce soit un petit peu ennuyeux quand même. Et moi, je fuis vraiment ça. Je pense qu'on peut prendre le temps qu'on veut pour un plan, hein, si on a besoin d'un très long plan séquence ou même d'un très long panoramique parce qu'on a besoin de ça pour décrire et que c'est beau. Il n'y a aucun problème. C'est pas ça tant qui me dérange. Ouais. C'est quand ça devient Pas une sorte absolument mettre de plein maniérisme en d'images. Oui. fait, d'être un petit peu, de s'adresser à un public un petit peu au-dessus. Et quels sont les sujets qui t'intéressent? Alors, je m'intéresse beaucoup à la création. Le documentaire dont on parle, c'est un documentaire qui parle à la fois d'un photographe et d'un chanteur. Et il fait en réalité partie d'un triptyque que je suis en train d'achever, dont je viens d'achever le dernier volet, et qui est sur les chemins de l'inspiration, en fait, qui retrace les chemins de l'inspiration Tout ce qui est créativité. d'artistes que j'apprécie et que je regarde. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et puis j'ai très souvent, auparavant, travaillé autour de l'architecture et de l'habitat et de comment on habite l'architecture. D'accord, donc ça, c'est les sujets qui t'intéressent. Est-ce que tu peux pitcher justement alcool, drogue, médicaments et rock'n'roll? Alors c'est un portrait croisé de deux artistes que pour ma part je trouve génial, qui se croisent réellement dans les rues et dans les nuits du Havre. Et il y en a un donc, qui s'appelle Jambon, mais qui peut aussi s'appeler, qui a énormément de noms. Il peut s'appeler Scott de Port, il a un groupe qui s'appelle Les Lardons, il a un groupe qui s'appelle Les Jambonneurs, enfin toute une déclinaison. MC Riette également. Donc il y a ce chanteur d'une part, et puis Magnès, un photographe que je connais depuis mon adolescence, qui est plus âgé que moi et que j'ai toujours vu dans tous les bars de mes souvenirs, qui a toujours comme ça hanté tous les bars, toutes les discothèques, ou des lieux encore plus interlopes, comme quand il y avait encore des bars d'entraîneuses au Havre, des choses comme ça. Et en fait, il a toujours été là et il a toujours eu avec lui un appareil photo, toujours très simple, un appareil photo rudimentaire, hein, pas du tout, il ne va pas avoir un super réflexe Nikon, non, il a un tout petit appareil, 35 mm, et il prend en permanence des photos, et ces photos, il ne les prend pas pour lui en fait, il les prend pour les donner aux gens ensuite, et moi j'ai toujours été fasciné par cette somme de photographies, et un jour j'ai décidé, comme ils se croisaient, de leur consacrer un film, voilà. Ce que je te propose, et ce que je vous propose à vous aussi, eh bien, c'est de regarder la bande-annonce, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Waouh, sexy. Comme si tu étais en roller, tu fais des croisés en pensant bien. Là, t'as pas de roller, mais on va juste faire des suspensions. Des petits sauts juste comme ça, sans place. Ouais, on pourrait te déplacer comme ça maintenant dans la ville. Par rapport à différents projets qui font effectivement des grands écarts entre pour les tout petits et les rockers chevronnés. Il y a aussi le fait de s'être retrouvé à pu être capable de rien faire du tout. Et c'est vrai que dans l'action, je me réalise beaucoup mieux, quoi. Moi, quand je faisais un peu n'importe quoi avec les médocs, je les prenais quand ça allait pas, et quand ça allait mieux, je les arrêtais, je refaisais des crises, et plus les crises étaient fortes, et plus leur fréquence augmentait, et plus leur force augmentait. Et une fois que j'ai réussi à prendre le pli de me dire, les médocs, je les prends, voilà, pas du tout envie de vivre à l'hôpital H24 toute ma vie.
une grosse prise de conscience quand je me suis réveillé la première fois dans ma chambre d'hôpital, que j'ai regardé la vue. Je la connais cette vue-là, j'étais jamais venu là, mais je la connais, je savais très bien que j'étais à Pierre-Janet. Je me suis dit, oup, 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 là on va faire exactement comme il dit le médecin, quoi. Mais voilà, quoi, c'est encore très obscur, quoi. On sait pas vraiment grand-chose sur cette maladie-là. Par contre, moi, je sais que j'en suis atteint, quoi. Et c'est réel, quoi. C'est ça, la maladie mentale, voilà, c'est pas un fauteuil roulant, c'est pas un truc... je dis pas que c'est pas relou d'être en fauteuil roulant, je dis que c'est un handicap aussi d'avoir cette maladie-là, et c'est... et voilà, et les écolos fachos qui croient que si je bouffe du colza ou de la graine de pavot, ça va aller mieux. Voilà, je souhaite un jour pouvoir les voir en fauteuil roulant, les jeter dans le caniveau et de leur dire vas-y, maintenant on va faire tes courses, quoi. Alcool, drogue, médicaments et rock'n'roll. Pourquoi ce titre ? Alors, ce titre, c'est la composition un peu des deux personnages. En fait, sur l'air de « Il est né le divin enfant », mais en version guitare électrique, Jambon chante alcool, drogue et médicaments. Alcool, drogue et médicaments, c'est ça, hein ? Oui, exactement. Au début, j'avais prévu d'appeler le film comme ça, parce que c'est la chanson qui ouvre le film dans un concert où tout le monde la reprend à tue-tête. Et ça vexait beaucoup Madness qui se sentait pas, en tout cas qui voulait pas avoir ce titre pour ce film-là. Et Madness, comme on le voit à un moment donné dans le générique, il dit quand même, la première chose qu'il dit quand il dit bonjour, c'est rock'n'roll. Donc c'est un mot, et chaque fois qu'on croise Madness, il dit rock'n'roll man. Il dit pas bonjour, il dit rock'n'roll man. Et du coup, ce rock'n'roll venait compléter et représente le personnage de Madness. Alors, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces deux personnages, Jambon, alias Nicolas Biget, ou plutôt l'inverse, Nicolas Biget, alias Jambon, lui est atteint d'une maladie psychique. On ne sait pas, on ne connaît pas exactement le diagnostic et finalement c'est pas très important. En revanche, Madness, lui, on n'arrive pas trop à situer qui il est, s'il a une souffrance psychique, s'il est atteint d'une autre pathologie. Alors, il est effectivement, il a eu une fois un accident qui l'a affaibli. Après, on n'est pas rentré dans les détails avec lui sur ces points, donc je vais pas y revenir. Plutôt sur Jambon, c'est peut-être plus intéressant, puisque Jambon, lui, ce qui est remarquable, c'est qu'il assume complètement sa maladie et quelque part, il essaye d'ouvrir aux autres, d'ouvrir les yeux aux autres. C'est-à-dire, dans le film, on le voit, par exemple, il prend des médicaments, il prend des traitements qui sont très lourds, notamment tout simplement en termes de nombre de pilules qu'il prend. Et ça, il a décidé depuis quelque temps de faire ça, de ne pas se cacher pour le faire, par exemple. C'est un acte très fort qu'il a parce qu'il veut, il considère, on l'entend dans la bande-annonce, que finalement, ces médicaments, pour lui, c'est comme un fauteuil roulant pour un tétraplégique et qu'il n'y a pas de raison qu'un tétraplégique ait un handicap, que ce n'est pas un handicap qu'on cache et qu'il n'y a pas de raison que le handicap mental soit un handicap plus honteux qu'un autre handicap. Donc c'est quelque chose qu'il revendique et qui intéresse beaucoup. Le film a eu beaucoup de succès auprès des milieux psychiatriques. Ouais. Il a eu du succès notamment au Festival de Lorquin. Il est passé dans un festival dont on parlera tout à l'heure assez souvent. Et ce qui intéresse, de ce que j'ai pu en comprendre, ce qui intéresse particulièrement le corps soignant dans ce film, c'est justement ce rapport aux médicaments et ce rapport à la création aussi, où les psychiatres m'ont souvent dit, d'habitude, quand on a affaire à des artistes et qu'on leur propose un traitement type lithium ou type qui a des psychotiques, etc., ils nous répondent que ça va leur casser l'inspiration, qu'ils ne peuvent pas le prendre parce qu'ils vont perdre leur talent, etc., etc. Alors que là, Jambon a une posture complètement inverse, puisqu'il dit, c'est grâce aux médicaments que je peux continuer à créer.
Et ça, c'est quelque chose d'intéressant dans son discours par rapport à la maladie mentale. Ce que je te propose, c'est de regarder un extrait justement qui résume cette partie-là. On regarde cet extrait. Il y a vraiment des chansons qui, effectivement, m'ont permis de mettre des mots beaucoup plus facilement que devant mon psychiatre, par exemple, et de réussir à prendre du recul par rapport à des crises délirantes, par rapport à la maniaco-dépression, par rapport à la paranoïa, par rapport à l'acceptation des médicaments, l'acceptation de la maladie, l'acceptation de plus jamais boire d'alcool de sa vie, l'acceptation d'arrêter le shit aussi, de plus avoir tous ces problèmes-là. J'ai écrit beaucoup de chansons qui parlent effectivement de la maladie mentale au sens large, même pas forcément des choses sur lesquelles moi je suis atteint, quoi. Une chanson comme ça qui parle de Kurt Cobain, quoi, qui a une jolie chanson qui s'appelait Lithium, qu'il a sûrement pas pris correctement. Je dis que je suis pas aussi talentueux que lui, mais que je suis encore vivant, quoi. Donc voilà, le choix il est là. Et aux gens qui me soutiennent que j'ai pas besoin de médicaments, je leur dis d'aller agresser les gens qui sont en fauteuil roulant, de leur retirer leur chaise et puis de leur dire de continuer à vivre. Voilà, pour moi les médicaments c'est une béquille. Avec, je m'en sors super bien, j'arrive à faire du roller. Mais sans, je ferais des allers-retours constants jusqu'au temps où en fait ma vraie maison ce serait l'hôpital psychiatrique et Boujou, quoi. Il y aurait plus rien d'autre pour moi, quoi. Donc pour moi les médicaments c'est pas une contrainte, c'est d'une utilité, mais je crois plus aux médicaments qu'en Dieu, quoi. Il y a pas photo, quoi. Bon, moi, je suis sûr que j'aurais pas de crise de la quarantaine, quoi. Je vais avoir bientôt 40 ans. Je pense que ma crise, c'était la crise des 25e. Je crois que je vais pouvoir continuer tranquillement. Je prends l'avenir avec sérénité, quoi. Qu'est-ce que tu as voulu montrer de lui ? Alors d'abord, j'ai voulu montrer la chanson qui va suivre, parce que c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Mais en fait, qu'est-ce que moi j'ai voulu montrer, c'est plus qu'est-ce que lui a voulu nous montrer, je pense. Hein. Ouais. Et on est dans un face-à-face avec la caméra. Moi, ce qui nous raconte, c'est avant tout lui qui a envie de nous transmettre ce message. Et tu aurais envie là qu'on poursuive et qu'on écoute la chanson ? Parce que tout est possible ici. Hein. Ah bah la chanson est très très belle. Et puis surtout j'aime beaucoup parce qu'en fait il a juste eu besoin de... On est là, il y a la caméra posée, je lui demande rien et il prend sa guitare et... Il est spontané. Et immédiatement, le public va découvrir. Immédiatement, il a un timbre vocal, il a une voix, immédiatement il a un talent fabuleux, quoi. Sans aucun arrangement. Bah, on écoute la chanson. Je prends un petit médiateur ou pas ? Je me fâche avant de frapper, je pose ma hache, je vais à l'HP. Quand un apache veut me scalper, je réfléchis pas, je vais à l'HP. Trop à l'arrache, au lieu de taper la mort aux vaches, je vais à l'HP. Avant que je lâche le parapet, j'annule le crash, je vais à l'HP. Mais une page s'est tournée, ma carcasse n'y met plus les pieds. Je ne m'en cache, ni ne m'en fais, car y a une vie après l'HP. Je prends du lithium comme Nirvana, c'est pas le meilleur exemple qui soit. Je n'ai pas le quart de son talent, mais moi je suis encore vivant. Encore
Enfin, moi, j'ai adoré toutes Ouais. les chansons que j'ai entendues de Jambon sur ce documentaire. Je les ai adorées, même les plus trash. Parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Enfin, il y en a une, en l'occurrence, qui est assez trash. Comment s'est déroulé le tournage de ce documentaire? Alors, il s'est déroulé de façon facile d'un côté, très compliqué de l'autre. C'est-à-dire? Avec Jambon, tout était toujours très simple. Avec Madness, qu'on n'a pas encore beaucoup découvert, mais là, tout était au contraire très très compliqué, dans le sens où il avait une beaucoup plus grande pudeur par rapport à certaines choses, comme montrer chez lui ou accepter de... Parce que c'est quelqu'un, par exemple, Madness, donc il a une pension, je ne sais plus comment on dit, D'invalidité? d'invalidité, et puis il dépense tout son argent dans ses photos qu'il donne, en fait. C'est complètement fou, mais une pension, c'est pas élevé, donc c'est vrai que ça passe en second plan un petit peu. Chez lui, ça va être un peu chaotique, etc., parce qu'il n'a pas d'argent, il faut dire aussi ça. Et puis il a cette générosité d'offrir toutes ses photos. Ouais, Mais parce ça que crée il y avait une certaine pudeur qui s'est créée. Donc, tu as mis 3 ans de Oui. tournage. Comment est-ce que tu as réussi à scénariser le tout? Parce que c'est quand même assez complexe. Oui. Il y a de la magie quand même dans ce documentaire, parce qu'on suit, à partir du moment où on commence le documentaire, on veut aller jusqu'au bout. Oui. Alors, il y a 2 choses qui m'ont aidé. C'est 2 personnages secondaires. Le premier, c'est la ville. C'est-à-dire qu'ils arpentent la ville, et puis j'avais la ville du Havre en ce moment, tout le monde la regarde sous un aspect touristique, avec notamment le classement au patrimoine mondial du centre-ville reconstruit par Perret, etc. Et moi, je voulais absolument prendre un contre-pied, d'abord parce que j'ai fait beaucoup de films, j'ai fait des films là-dessus, et puis en plus, j'en avais un petit peu marre à ce moment-là, parce que c'est qu'une partie de la ville qui est un peu au fond de mer. Donc j'avais envie de revenir sur des quartiers plus délabrés, des quartiers plus portuaires, des quartiers qui n'ont pas été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont un peu plus insalubres. Donc il y avait déjà cette façon d'arpenter la ville, ça me donnait déjà un lien géographique sur le film. Et d'ailleurs, au début, le film, avant que je choisisse le titre définitif, il devait s'appeler, et là, il y avait déjà cette notion finalement de santé mentale, parce que je voulais l'appeler Petit traité d'art-thérapie en zone urbaine sinistrée. Ça, c'était le titre provisoire Le nom de code. du film, celui qu'on a utilisé un temps quand on était encore en période de financement. Et puis, il y a un deuxième personnage secondaire, et en fait, c'est moi. Puisque c'est vrai que je suis à la fois la voix off du film, et je suis la personne qui, au-delà des passages où ils se croisent et où ils se rencontrent dans le film, qui raconte mon relationnel à ces 2 personnages. Donc ça, on a besoin, effectivement, c'est comme... je vais dire un poncif, mais c'est comme la mayonnaise, il y a à un moment donné besoin de liens. Et c'est vrai que quand on tourne pendant 3 ans, ce film-là, je l'ai aussi monté moi-même, on se retrouve avec une quantité de séquences absolument énorme. Ce qui a été très très dur, justement, c'est de couper dans les chansons de Jambon. Ouais. C'est-à-dire Il a qu'en fallu fait, jeter beaucoup. et par exemple, il y avait un moment incroyable que j'ai pour l'instant, mais que j'ai gardé, et que peut-être un jour je montrerai, où pour l'Amazone, c'est l'association qui s'occupe du cancer, de caritatif pour le cancer du sein. Vous Oui. voyez, ils avaient organisé un concert pour enfants dans un Magic Mirror. Je ne sais pas si vous connaissez Magic Mirror. Non. C'est des sortes de cirques ambulants en bois qui sont assez jolis, qui ont une assez belle jauge. Et en fait, avec son groupe pour enfants qui s'appelle Les Lardons, Jambon avait été engagé pour faire le concert. Et il y avait presque 1000 enfants déguisés, habillés en Superman, habillés en toutes sortes de costumes. Et en fait, ils ont envahi la scène. Et Jambon, finalement, s'est fait engueuler par les régisseurs parce que les enfants n'avaient rien à faire sur scène. Mais ça correspondait en fait à un succès, parce que tous les enfants s'étaient mis à danser sur scène. Et j'avais filmé cette séquence vraiment à hauteur d'enfant. Et tous les enfants passaient en faisant des grimaces devant la caméra, tous costumés. C'était absolument incroyable. Et par exemple, cette scène-là, c'est au dernier moment que je l'ai coupée, parce que ça faisait une chanson de trop, et puis il fallait que c'était compliqué. Oui, il est formaté 52 minutes, de toute façon, le documentaire. Non, il fait 68 minutes. 68, ah oui, 1h08, exactement.
Non, non. Mais il fallait quand même les premiers montages. Et justement, on parlait tout à l'heure de l'ennui, enfin de surtout ne jamais s'ennuyer. Le premier montage faisait 1h30. J'en étais un temps content et j'ai pris quelques mois de recul et je me suis rendu compte qu'il était un peu long. Et il faut être humble avec ça et faire un film. Donc il y a des choses comme ça que j'ai coupées, ça m'a fait beaucoup de peine. Et raconte-nous la première fois que le doc a été projeté. Comment ça s'est passé? C'était où? Alors, c'était la première fois que je l'ai vu, que Jambon et que Madness l'aient vu, puisqu'il avait déjà été projeté à un festival où on n'avait pas été conviés. Mais Jambon et Madness ont découvert le film dans un festival que je remercie encore, qui s'appelle les Rencontres ad hoc. Et c'était une séance en plein air. Et ça a été de dire des organisateurs aujourd'hui encore, c'est la fois où il y a eu le plus de monde dans toute l'histoire de leur festival. C'est vrai. Il y avait 700 personnes. Ah Et, oui, c'est pas mal. Et moi, j'avais jamais vu comment le public réagissait au film. Jambon n'avait jamais vu le film, Madness non plus n'avait jamais vu le film. Autant dire que j'étais absolument tétanisé à la fois de la réaction du public et de la réaction des deux protagonistes. Oui. Alors le festival avait été merveilleux parce qu'il avait décidé de m'inviter à la fois, de me mettre vraiment à l'honneur. Il m'avait mis sur la plus belle projection le samedi. Et puis le lendemain de proposer un concert de Jambon. Et en parallèle, ils avaient donné une caravane à Madness pour qu'il puisse faire une expo photographique. Et ça tombait aussi avec l'anniversaire de Madness et il lui avait offert un gâteau avec marqué rock'n'roll, donc c'était un accueil fabuleux. Et alors finalement, la projection s'est passée, je dirais, merveilleusement bien, sauf que j'avais à peine à articuler un mot à la fin. Tellement d'émotions. Voilà, et quand même la première réaction sur un ton finalement d'humour de Madness devant tout le monde a été de dire « salopard ». Et là j'ai fait « oula !» Parce que c'est quand même quelqu'un de bourru, qui a une personne mais avec comme tout ça. Son humour, et en fait, c'était avec de l'humour. Il est très, très content, presque à pleurer, quoi. Ouais. Alors, au départ, si j'ai bien compris, c'était pas du tout un documentaire sur la souffrance psychique, mais vraiment sur ces portraits croisés, sur la créativité. Mais tu t'es retrouvé un peu catégorisé, finalement, dans les documentaires de santé mentale. En tout cas, c'est dans cette catégorie que le film a eu le plus de succès. Et puis, quand on commence, il y a toujours des effets cascades, en fait. Donc, il y a un festival qui s'appelle l'Orquin, que moi, je connaissais évidemment pas à l'époque, mais qui était, c'était déjà la 39e édition. Donc, je pense que c'est un festival qui est un peu une institution, qui nous a donné le premier prix, la Clé d'Or. Et par la suite, beaucoup de tous les milieux qui s'intéressaient au cinéma et à la psychiatrie nous ont contactés et beaucoup ont passé le film. Oui, parce que le Festival de l'Orquin est quand même une référence justement sur les documentaires, films documentaires sur la santé mentale. Et après, donc on a eu la chance d'aller souvent. Ce qui est curieux, c'est que j'avais déjà été sélectionné à Bruxelles au Festival international du film de Bruxelles. Et après, je suis retourné 2 fois à Bruxelles sur des festivals aussi avec ce film. Ce qui me fait aussi penser, parce que c'était assez intéressant, parce que au moment où on a passé le film justement dans la Drôme aux Rencontres ad hoc, des gens m'ont dit qu'il y avait de la belgitude dans le film. Et après, il s'est trouvé qu'une grande partie de la carrière du film se déroule souvent en Belgique. Donc je crois que ce film plaît beaucoup aux Belges. Alors restons en Belgique. Ouais. On va accueillir Stéphane qui, lui, est allé à Bruxelles aux 14e rencontres Images Mentales. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Alors ça va, le voyage s'est bien passé? Oui, très bien, le plat pays, c'était magnifique. Alors je ne sais pas faire l'accent, mais c'est vrai que ces rencontres Images Mentales, c'est un peu une institution là-bas. Ça fait c'est la 14e édition. Du coup, ça dure une semaine à Bruxelles, une semaine pendant laquelle on peut voir des documentaires, des films de fiction, des courts-métrages, assister à des spectacles, des ateliers. On voyage. Cette année, on est passé de l'Iran à la Finlande, la Guinée, les Pays-Bas, Argentine, France, Belgique. Donc des spectacles et des documentaires ou films qui viennent de tous les coins du monde et qui proposent un autre regard sur la folie. Et c'est ça qui est intéressant, avec des échanges, des débats. Il y a un petit bar, un petit restaurant aussi attenant aux salles de spectacle. Et c'est chouette parce que ça permet de pouvoir décrypter ce que les réalisateurs ont pu montrer avec des spécialistes.
Ce festival, les rencontres Images Mentales, elles sont faites par Psimage. Psimage, c'est une association qui existe depuis 1998, qui regroupe plusieurs acteurs, comme la Ligue bruxelloise pour la santé mentale, la Ligue wallonne pour la santé mentale, et également la Fondation Julie Rançon. Ils ne font pas que ce festival, ils ont aussi tout un tas une base de données sur voilà, tous les films et tout ce que l'on peut trouver en termes audiovisuels autour de la santé mentale. Mais bref, on a rencontré la responsable de ces rencontres et je vous propose juste de regarder ce reportage, ce regard sur la folie qu'il nous propose. On est dans un centre culturel, ça c'est une volonté qu'on a depuis le début, c'est faire sortir ces films qui traitent de santé mentale, mais ne pas les passer dans un hôpital ou dans une institution, mais pour rencontrer la culture, d'être vraiment dans un espace culturel. Pour décloisonner, un petit peu comme on a décloisonné la psychiatrie dans les années 60. Voilà, et puis aussi pour donner aussi une qualité de projection, par respect aussi pour les cinéastes et pour les spectateurs, de pouvoir les diffuser, non pas comme ça dans une équipe avec sur un coin de table, on va visionner un truc sur un écran, ça n'a pas du tout la même portée, on le sait bien, que de visionner un film en salle et d'avoir le public et les échanges qui sont permis. Donc les rencontres Images Mentales, donc rencontres et souvent par habitude on nous désigne comme un festival. C'est vrai que cette année on a 36 films, on a 43 intervenants, donc ça ressemble un peu à un festival, mais on ne décerne pas de prix. Nous on privilégie vraiment les rencontres, donc c'est des rencontres avec un cinéaste ou des cinéastes et des personnes issues de la santé mentale. On essaye vraiment dans ces rencontres de croiser, d'articuler et même d'opposer certains, je vais dire, différents regards. Donc le regard du cinéaste qui vient avec une production qui peut conforter quelque chose, mais aussi bien dénoncer quelque chose aussi. Et ce qui va nous guider, c'est il y a évidemment la question du contenu, c'est quel regard le cinéaste porte sur ces questions. Ce qu'on peut dire du film aussi, parce qu'on reçoit parfois des films très bien, mais c'est un petit peu cloisonné. Voilà, et puis après, il y a plus, voilà, tout est dit dans le film. Il y a parfois sur des faiblesses aussi, et surtout, qu'est-ce qu'on a envie de faire partager à un public. On revient après avoir vu ces images sur ce festival. Ce qui est important de retenir, c'est que pour le grand public, les pathologies elles sont souvent mal connues. Et ce genre de moment de rendez-vous, ça permet de vulgariser. La maladie mentale, c'est souvent des représentations fausses. Et il y a des spécialistes qui disent que quand on est malade, en plus, on a la double peine parce qu'en plus, on est discrédité. Les gens ne comprennent pas ce que l'on est. On assimile souvent la maladie mentale à la violence, par exemple, pour la population. Donc le fait qu'il y ait des films avec des regards très différents sur des problèmes très différents, traités de façon très différente, et qu'on puisse ensuite en parler avec des spécialistes ou avec le grand public, c'est quelque chose de fondamental et qu'il faut multiplier comme initiative parce que voilà, ça permet de déstigmatiser et d'expliquer et de montrer que oui, il y a des grosses difficultés parfois et à d'autres moments, on peut vivre aussi normalement avec ces troubles. C'est un festival que tu connais ? Oui, ils m'ont invité à plusieurs reprises pour Alcool, Drogue, Médicaments et Rock'n'Roll. Je salue Martine et Natacha et toute l'équipe d'Images Mentales. C'est un festival que j'adore. En plus, il y a beaucoup de public. C'est très bien organisé. C'est vraiment très sympathique et plein de bienveillance. J'adore ce festival. C'est très chaleureux. Ils se sont adaptés un petit peu cette année. C'est pour ça que sur certaines images, on voit qu'il y a un petit peu moins de public, mais il y a eu des séances qui étaient bondées. Mais effectivement, ils ont donné accès au festival de façon digitale à cause du Covid. D'accord. Donc là, on avait du public professionnel, de l'image, professionnel de la santé. Des malades aussi qui viennent voir et regarder comment leur maladie est traitée, comment les autres maladies sont traitées. Donc c'est très intéressant. C'est la société qui se réunit autour de... Oui, c'est ça. Il y a les projections des documentaires, des films, et puis il y a des débats. Il y a des débats. En sortie de film, les réalisateurs vont expliquer ce qu'ils ont souhaité montrer, pourquoi ils ont choisi cet angle narratif. Ils vont parfois traiter aussi de leur méconnaissance de certaines choses qu'ils montrent.
Ce qui est intéressant, c'est que cette formule-là, c'est la formule idéale, quoi. Regarder une œuvre, un documentaire, voilà, un film, et en parler à la fois avec ceux qui l'ont conçu, ceux qui l'ont vécu, et puis les spécialistes et les non-spécialistes. Ça permet de vraiment donner d'autres regards, comme ils le souhaitent, sur la folie et la santé mentale et les problèmes psychiques. Bon, merci Stéphane, c'était une belle balade alors. C'était une super balade, et puis Bruxelles, c'est très beau. C'est magnifique. Et les Belges sont très sympas. Les bières aussi sont sympas, avec pas trop modération évidemment. Ton documentaire, il a été donc diffusé sur plusieurs festivals. Il y a eu aussi en marge des projections cinéma-débat. Alors, c'est vrai qu'en documentaire, c'est un format qu'on aime beaucoup, qu'on privilégie. Les gens vont pas forcément à des documentaires comme on va avoir un film de fiction, et ils aiment bien venir rencontrer le réalisateur. Et souvent, quand on fait un film documentaire, on aime bien organiser une tournée avec, et puis le faire, avoir toujours ces moments de rencontre. Et par exemple, ne serait-ce qu'à Image Mentale, et effectivement, on a toujours eu des débats ensuite. Et puis par exemple, Image Mentale m'ont invité aussi à un Hors les Murs la dernière fois, Oui. où ils ont également invité Jambon et Rémi, qui est son guitariste, qui aussi vient de l'hôpital, qui aussi a un passé à l'hôpital psychiatrique, à faire un concert au Nova dans un super cinéma de Bruxelles. Donc c'est à la fois, ça fait des triples rencontres. Et moi, je trouve ça cohérent. Et je trouve ça incroyable en fait d'inviter aussi les protagonistes. Bien sûr. Parce que souvent on n'invite que les équipes, que le réalisateur, parfois le producteur s'invite lui pour un petit peu être derrière aussi, mais c'est rare qu'on invite les protagonistes des documentaires. Et là, dans ce genre de cadre, ça se fait beaucoup, et c'est très intéressant. Et puis, on dit souvent que le film meurt un petit peu une fois qu'il est monté et qu'il est montré. Là, ça permet de le faire vivre aussi, d'aller rencontrer les gens, d'échanger, de prolonger en fait cette histoire. Alors en tout cas, dans le cas de mes films, heureusement que les films ne meurent pas une fois qu'ils sortent. Non, mais... Ils sortent en général sans distributeur, ils sortent pas vraiment. Oui, c'est ça, ils On sont voués espère au qu'ils- contraire. Non, mais c'est vrai que qui se c'est développe un au fur et à accomplissement, mesure, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est oui. un accomplissement. Ça permet de prolonger cette aventure dont tu parlais tout à l'heure, le fait qu'on travaille pendant des mois sur ça. Et justement, 3 ans de tournage, comment est-ce que tu es ressorti de ces années de tournage? Est-ce que ton idée sur la santé mentale a évolué? a complètement évolué. D'abord parce que j'avais pas d'idée sur la santé mentale du tout. C'est assez marrant parce que hier, j'étais avec des collégiens, je leur présentais un autre film et on discutait. Et ils m'ont demandé quel était mon film préféré. Et je leur ai répondu Alcool, drogue, médicaments et rock'n'roll. Ça les a un peu interpellés. Et je me suis souvenu à ce moment-là, et c'est intéressant parce que c'est exactement Pierre Janet, l'établissement dont on parle, que quand j'étais au collège, la vanne absolue qu'on pouvait dire à quelqu'un, c'était tu vas aller à Pierre Janet, que c'était quelque chose. Donc c'était très. Attention, tu vas aller à Pierre Janet. Non, mais c'est ça. Ça voulait dire c'était C'est le quelque père chose Fouettard, de quoi. très C'est une agressif. punition. Et donc on voit que je me suis rendu compte au travers de ça que petit, finalement, j'avais ancré quelque chose de très péjoratif sur la folie, quoi. Que pour moi, la folie, c'était. Et puis après. C'était les fous. C'était les fous, voilà. Et puis après, sur ce film. En les fréquentant, en fréquentant plus, en les rencontrant notamment pour organiser à Pierre Janet le concert, et puis aussi Rémi, qui est quelqu'un, le guitariste de Jambon, et c'est quelqu'un, il y a beaucoup de gens au Havre quand même qui ont... Enfin, c'est quelqu'un qui a une pathologie plus inquiétante, on va dire, et maintenant, c'est des gens, je comprends bien mieux, quoi. Je les approche bien mieux, je m'exprime très mal, j'en suis désolé. Mais en tout cas, j'en suis sorti avec une vision complètement changée de ces problèmes, et je considère aujourd'hui exactement ce que dit Jambon, que c'est une maladie exactement comme les autres, sauf que comme on n'en sait pas grand-chose, elle est peut-être un peu plus mystérieuse. Et pourtant, il faut vivre ou survivre. Ça, c'est le titre de Daniel Balavoine. Est-ce que tu savais qu'il avait une fille ? Non. Johanna Balavoine. Et c'est Annabelle qui va venir nous en parler parce que, alors c'est pas elle directement qui a sorti cette BD, mais cette BD parle de Johanna Balavoine et de Johanna ses addictions. Balavoine, j'ai encore tout retourné de cette BD.
En fait, elle a 35 ans. Et donc elle est née en fait après la mort de son père. Donc en fait elle a vécu avec un père hyper connu qu'elle n'a jamais connu. Donc finalement une sorte de vide et en même temps elle entend toujours parler de son père. Donc, donc elle s'est vraiment prise pour la fille d'eux. Et c'est ça qui l'a fait un petit peu survivre. Et voilà. Et aujourd'hui donc elle est chanteuse. Son parcours voilà, elle est née après le décès de Balavoine. Et donc elle a grandi comme ça. Alors elle explique qu'elle a eu une enfance assez voilà, simple et compliquée. Étant la fille d'eux, elle a eu accès à beaucoup de choses, on lui pardonnait beaucoup de choses. Et donc elle s'est mise un petit peu à la chanson, mais sans trop travailler. À 16 ans, en fait, elle a décidé d'aller travailler en restauration pour gagner sa vie l'été, quoi, enfin un petit stage d'été, quoi. Et là, elle est tombée, on lui a proposé, dans la restauration, elle sortait avec des gens et on lui a proposé de la cocaïne. Et là, c'est la descente aux enfers, puisqu'elle va continuer. Elle a passé son bac à 18 ans. Comme elle a hérité aussi d'un peu de sous, forcément, quand on est riche, on a accès à tout ça. Johanna Balavoine, maintenant, a 35 ans. Ça fait 4 ans qu'elle est sevrée. Et 2 artistes, donc Sylvie, alors vous voyez la couverture de la BD, ça s'appelle Les lions endormis. Donc Sylvie Gaillard, c'est l'illustratrice. Voilà. Et Fanny Montreux Montgermont, c'est celle qui a un petit peu la scénariste qui a scénarisé la BD. Puisqu'il faut savoir quand même qu'elle a quand même pas mal d'années d'addiction et c'est très condensé. Normalement, elle aurait pu écrire 4 tomes. Là, en une BD, il faut quand même... Ouais, elle est pas mal, elle est déjà bien costaud cette BD. Et alors pourquoi les lions endormis ? Tout simplement parce que c'est ce qu'elle explique dans cette BD, c'est que souvent les lions ils s'attaquent à des proies faciles, faibles, et c'est peut-être pour ça que la drogue l'a aussi attaqué. Et alors son combat, et cette BD, je trouvais que c'était un bon moyen de communiquer là-dessus, parce que c'est... alors ça, bon... C'est brutal. On n'est pas dans Boulet Bill, je vous le dis tout de suite. On est sur une BD éducative, où on prend conscience du gros souci de la société, de la drogue qui est partout. Et c'est ce qu'elle dit, il y en a partout. Elle a beau partir de Paris, qu'elle aille dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest, il y en a partout. Donc c'est vraiment un gros fléau. Et on y a accès, tout le monde peut tomber dedans. Et oui, donc, mais c'est ce qu'elle qu'elle dans dit sa BD. d'ailleurs, parce qu'il y a une interview d'elle à la fin, où elle dit le problème, c'est pas la drogue, c'est pour quelle raison on prend ces drogues. Exactement. Et donc dans cette BD, on comprend l'enfer que c'est. Attention à ton micro. On comprend l'enfer que c'est. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors, il y a quand même des couleurs assez tristes au début. Et plus on avance dans la BD, plus on va voir de la lumière. Mais il y a quand même des couleurs qui reviennent parce que c'est pas si facile que ça de s'en sortir. Bien sûr. Il y a des rechutes et ça a été très long. Et on se rend compte là-dedans de l'importance de l'entourage. Parce qu'en fait, c'est une machine à détruire. C'est ce qu'elle explique. C'est qu'en gros, à partir du moment où on prend de la drogue, on se détruit, mais on détruit aussi les autres. Et elle a perdu beaucoup de son entourage. La seule personne qui lui a fait prendre conscience d'aller se sevrer, c'est un peu son mentor, son coach, son prof de chant, qui lui a dit à un moment donné, j'arrive plus à travailler avec toi, t'es jamais là, t'annules tout. Ah oui, parce qu'elle annulait tout, elle était toujours fatiguée, droguée, enfin voilà, au bout d'un moment, on est complètement, on est une vraie lavette, quoi. Donc j'invite vraiment tout le monde à le lire parce que c'est pas pour tous les publics. Non, voilà, quand même. C'est sans langue de bois, c'est brut de son décoffrage. sevrage. Ah oui, mais elle parle aussi de tout. On voit toute sa Et consommation. il est aussi accompagné d'un traitement psychologique. Alors après, oui, mais c'est vraiment les 3/4 de la BD, c'est sur sa consommation et l'enfer que c'est de vivre avec. Parce qu'elle dit, en fait, elle s'en apercevait pas, elle se prenait par un... Parce qu'elle dit, quand on prend de la coke, voilà, on se prend pour un super-héros et on vit vraiment en dehors du temps. Et c'est au moment où elle commence à se sevrer qu'elle se dit, mais en fait, la vie, elle commence sa vie, en fait. Elle ressuscite, quoi, entre guillemets. On en parle des Je vous addictions. invite. Cadeau pour Mathieu, alors. Non. Les lions endormis. Voilà, et c'est bien aussi pour l'entourage, ce genre de BD, les gens qui ne comprennent pas forcément les personnes dépendantes et addictes. C'est intéressant. Oui, là on parle de drogue dure, illégale, mais l'alcool fait partie c'est une drogue légale. Hein. Enfin, attention quand même, c'est vrai qu'on dit avec modération, mais il faut quand même se faire attention aussi à ça. Et toutes sortes d'addictions.
et aux médicaments d'ailleurs. Dans ton documentaire, on n'en parle pas de cette manière-là de l'addiction, mais c'est vrai que Jambon dit que c'est hyper important pour lui, par exemple, d'avoir. Mais lui, c'est un traitement. Oui, c'est complètement différent. Ouais. En fait, justement, il dit que et là, bon, il est très moral, hein, puisque il a arrêté tout ce qui est complètement l'alcool et complètement le shit, comme il dit, enfin complètement toute autre substance qui pourrait interférer. Donc, il respecte la posologie parfaitement de ces médicaments. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler. Tu as eu donc Nicolas Biget récemment et il te disait que c'était dur parfois l'abstinence totale de l'alcool. Alors, c'est pas l'abstinence de l'alcool qui est dure, c'est-à-dire il n'est pas du tout alcoolique, hein, Nicolas. Mais c'est le fait, c'est quelqu'un qui aime bien quand même faire la fête et participer, et c'est le fait de se retrouver. Il me disait là, ouais, non, je sors plus trop parce que j'en ai marre en ce moment, je sors, et puis à partir de 11h, tout le monde a déjà bien bu, et puis à 2h du matin, je me sens en décalage, quoi. Il y a un côté, quand on se retrouve dans un truc festif et qu'on est abstinent, et c'est évidemment. À mon avis, beaucoup plus dur. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que je ne suis pas abstinent. Donc, quand je fais la fête. Mais si on est en dehors, on peut se sentir effectivement, à mon avis, exclu. Il boit du lait Ribot, Jambon. Quand on l'invite, il faut lui acheter une bouteille de lait Ribot. Une ou deux bouteilles. Le lait Ribot, c'est le petit lait en Bretagne. Oui, c'est un lait acide, en fait. Ah, d'accord. C'est un petit peu comme l'Ayran ou ça. Il ne faut pas l'inviter partout. Mais il ne boit pas de l'Ayran, il boit du lait Ribot. Du lait Ribot. Bon. Voilà, au moins on est bien informés. Merci beaucoup Annabelle. Un livre donc à découvrir. Les éditions, on rappelle le nom de l'édition. Parce que j'ai vraiment un cerveau de poule. C'est les éditions Grand Angle. Et ça vient de sortir. Hein, ça vient de sortir. C'est une BD qui vient juste de sortir. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages. Regardez un petit peu sur le net. Elle passe beaucoup en ce moment sur YouTube. Elle fait pas mal de petits podcasts ou des petites vidéos justement sur ce combat permanent. Mais tout ça, c'est des sujets tabous qu'on essaye de mettre un petit peu en lumière. Quels sont tes projets à venir, Mathieu ? Parce que tu parlais des 3 volets. Voilà, alors je viens de terminer un documentaire qui est en cours de mixage qui s'appelle Révolté, Révolté et eux, qui dresse le portrait d'une femme incroyable qui s'appelle Hélène Furcage, qui a pu à la fois dans sa vie échapper à la rafle du Veldiv, devenir une des militantes du mouvement Choisir avec Gisèle Halimi dans les années 70 et qui aujourd'hui encore, et comme je vous dis dans mes documentaires il y a toujours un peu une petite fin comme ça, se produit sur scène et chante comme une diva, et le documentaire se termine par une chanson qu'elle interprète et qu'elle affectionne particulièrement, qui s'appelle Une sorcière comme les autres d'Anne Sylvestre. Sur scène, fusillée de laser alors qu'elle fêtait ses 90 ans. Donc c'est pour vous le teaser un petit peu. Un documentaire à suivre de près, bien évidemment. Merci infiniment. On parlait de fin de documentaire. Ce que je vous propose pour terminer cette émission, c'est de regarder justement Jambon avec la chanson qui s'intitule Le handicap de la bonne espérance. Merci. En tout cas, j'espère. Si je me trompe, Nicolas, excuse-moi. Parce que Nicolas et Jambon, vous l'aurez compris, voilà, sont les mêmes. C'est la même personne. Mais MC Riette aussi. Ouais. Bon, merci infiniment, Mathieu. Ouais. Et donc, comme je vous promettais, voici cette chanson. Je me suis retenu de tuer tout le monde ce matin. Vous me devez tous la vie, mais vous n'en savez rien. Face à certains petits maux de tête, on se sent isolé. Même si avec une camisole, on est bien entouré. J'ai maladie mentale, à mon corps dépendant. Pour garder le moral, il me faut médicalement. Je sais que j'ai dedans la tête plein de personnalités. Je leur fais signer des autographes quand elles sont réveillées. Un brin fêlé, faut se taper les fuites dans le plafond. Mais ça laisse passer la lumière qui rend un peu moins con. J'ai maladie mentale, à mon corps dépendant. Pour garder le moral, il me faut médicalement.
Avant de refaire une connerie, j'ai voulu m'arrêter. J'avais pas de menottes sur moi, je me suis laissé filer. J'ai voulu, comme tout un chacun, parvenir à mes fins. J'ai fait foirer tous mes suicides en les remettant à demain. J'ai maladie mentale, à mon corps dépendant. Pour garder le moral, il me faut médicalement. Si pour moi il devient urgent de recoller les morceaux, j'enregistrerai un album dans une chambre d'hosto. Mais n'étant pas sûr d'être entendu au sein d'un pavillon, je préfère tout comme les artistes continuer les cachetons. J'ai maladie mentale, à mon corps dépendant. Pour garder le moral, il faut médicalement. Merci beaucoup.